Bonjour à tous, je suis Léa. Et moi, c'est Lorlaï. Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode de I Am an Equestrian. Dans ce podcast, nous échangeons avec des professionnels de la filière équestre autour de discussions longues pour découvrir leur parcours, leur histoire et comprendre comment ces personnes inspirantes ont réussi à transformer leur passion en métier. Tous nos épisodes sont disponibles à l'écoute de façon permanente sur vos plateformes de streaming habituelles ainsi que sur le site internet et l'application de notre partenaire Lépron. Christophe Hameux est l'homme aux multiples casquettes, organisateur de compétitions, marchand de chevaux, mais aussi businessman. Lorsqu'il est organisateur, Christophe révolutionne les sports équestres et s'évertue à en faire un spectacle moderne et attractif. De Paris à Hong Kong, en passant par Lausanne ou encore New York, cela ne fait aucun doute, Christophe a su réinventer le sport. Dans cet épisode, nous découvrons une personne aux valeurs et origines bien ancrées et un entrepreneur doté d'une immense ambition. Avec lui, nous avons discuté de nombreux sujets, dont un qui nous inspire quotidiennement, les enjeux de la digitalisation. Vous êtes prêts ? Pour soutenir cet épisode, nous avons eu le plaisir de nous associer à Equinea, dont la fondatrice, Marie de Bambourg, est massothérapeute équine et analyste posturale. Equinea est née il y a 8 ans d'une passion des chevaux, mais aussi du métier de Marie, physiothérapeute, et des rencontres avec de nombreux professionnels de la santé équine. Equinea offre un service de massothérapie équine et d'analyse posturale pour les chevaux, mais aussi pour les cavaliers, dans le but d'améliorer l'harmonie, la performance et le confort dorsal du couple cavalier-cheval. Les séances de massage sont si efficaces qu'elles permettent d'éviter certaines blessures récurrentes, mais aussi d'infliger aux chevaux des traitements de médecine complémentaire. Marie s'occupe de chevaux de saut d'obstacles, oui, mais aussi de dressage, comme ceux du haras de Malray. Aujourd'hui, Marie a créé sa propre méthode de massage orientée sur le relâchement musculaire par le biais de la décontraction du système nerveux. C'est une des pionnières dans la massothérapie équine en Suisse. Et pour nos auditeurs suisses, et je sais qu'ils sont présents, ces soins sont remboursés par vos assurances. Marie enseigne aujourd'hui sa propre méthode de massage sous le nom de son école Equinea Academy, qui ouvrira ses portes en 2021. Alors si vous souhaitez suivre cette formation professionnelle pour être certifié massothérapeute équinéen, cette formation est faite pour vous. Ainsi, vous pourrez rejoindre la famille Equinea et rendre le quotidien de vos chevaux plus confortable. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Am an Equestrian, le podcast. Bonjour Christophe. Nous sommes ici à Fontainebleau à l'occasion de la Grande Semaine et nous sommes vraiment très heureuses que vous ayez accepté notre invitation pour cet épisode. Vous le savez, on vous l'a dit plusieurs fois. Comment vous définir ? Vous êtes organisateur de compétitions 5 étoiles, vous avez organisé des événements prestigieux aux 4 coins du monde, Paris, Lausanne, Los Angeles, New York, Hong Kong. Vous avez entre autres révolutionné le jumping français. Vous êtes aussi propriétaire des écuries d'Écosine, vous jouez un rôle majeur dans la négoce de chevaux de sport, etc. Mais est-ce que vous pouvez nous dire, vous, qui est Christophe Hameux ? Est-ce que vous pourriez nous dresser un peu un portrait de vous et de qui vous étiez à l'âge de 10 ou 15 ans ? D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Très très heureux d'être là. Bonjour. Alors ça, c'est déjà quand vous avez fait la liste de ce que je faisais, tout d'un coup j'étais un petit peu déboussolé parce que je me suis dit mais comment je fais pour faire tout ça ? Et heureusement que j'ai des équipes extraordinaires et des personnes formidables autour de moi. Et Christophe Hameux, qui il était à l'âge de 15 ans ? Ça c'est une question difficile. Mais c'est une bonne question. Christophe Hameux, à l'âge de 15 ans, il était passionné chevaux. Il adorait monter à cheval. Il a eu la chance d'avoir des parents qui étaient très amateurs, mais qui m'ont mis le pied à l'étrier. Et j'ai découvert la passion pour le cheval. J'étais évidemment, je sais pas pourquoi je dis évidemment, mais j'étais un enfant assez difficile, compliqué. Mais le fait d'avoir cette chance de côtoyer les chevaux m'a beaucoup aidé et je crois que ça a beaucoup en tout cas régulé mon enfance un petit peu turbulente et ça m'a en tout cas aidé à trouver un juste équilibre, un juste milieu. Mais bon voilà, donc effectivement j'aurais, comme nous tous, en tout cas la plupart des gens qui goûtent à l'équitation, j'aurais aimé en faire mon métier ou vivre de ça ou bien entendu être un grand cavalier. Mais bon, j'ai vite compris que ça allait être assez compliqué, parce qu'il faut quand même avoir un petit peu des vraies fondations, des vrais moyens,
des parents, en tout cas des personnes derrière, qui vous aident, qui vous accompagnent, ou alors un talent extrême, parce qu'il faut pas non plus, il faut quand même se dire que c'est aussi un sport qui doit être accessible, et s'il y a des personnes qui sont talentueuses et qui ont un petit peu d'esprit, je crois qu'ils ont aussi la chance de percer dans le monde du cheval, en tout cas de percer dans le monde des cavaliers. Mais bon voilà, moi j'avais sûrement pas ce dernier talent, mais j'étais passionné, j'étais motivé, ça m'a vraiment, voilà, c'était, quand on dit le cheval est le meilleur ami de l'homme, je crois que, en tout cas moi il m'a aidé, en tout cas, à trouver un juste équilibre dans une enfance qui était, où là j'étais un petit peu turbulente, ou un petit peu compliquée, un petit peu, où je crois sincèrement que cet âge-là, c'est vraiment un âge fragile et très sensible, dans le sens qu'on peut vite dévier de la bonne route, dévier du bon chemin, et qu'on doit faire très très attention, parce que ça peut basculer dans un autre monde qui peut être désastreux, très néfaste, et complètement l'opposé de ce qu'on aimerait bien être ou ce qu'on voudrait être. Donc oui, le cheval m'a beaucoup aidé et m'a permis d'avoir un juste équilibre. On aimerait bien comprendre comment vous en êtes arrivé à organiser des compétitions, parce que j'imagine qu'il y a eu un début à tout ça. Vous n'êtes pas arrivé un matin en imaginant créer un 5 étoiles à Hong Kong ou à New York. Quel a été votre parcours du coup ? Est-ce que ce sont des rencontres, des hasards qui vous ont mené à réaliser tout ce qu'on vient de citer un petit peu plus haut et de manière non exhaustive du coup ? Je vais essayer de raconter une vie, ça va prendre des heures, des jours. On a le temps. Peut-être carrément des volumes et des volumes. Mais j'ai envie d'un peu de synthétiser, parce que justement, je crois que c'est vraiment important dans cette interview de profiter aussi pour faire un petit peu des passations. En tout cas, jamais je serai un donneur de conseils, mais et je ne me considère pas du tout comme un exemple. Mais en tout cas, si je voudrais faire passer des messages à une nouvelle génération, c'est peut-être l'occasion de le faire. Donc j'ai envie de dire, j'ai commencé en disant, j'aurais certainement pas été, ça aurait été vraiment trop compliqué, impossible pour moi d'être ce grand cavalier que j'aurais aimé être, parce que quand vous montez à cheval, la première chose que vous voulez faire, c'est devenir un grand cavalier et essayer de vivre de votre passion, et sûrement du fait que vous montez à cheval. Mais là, j'ai envie de répondre, dans cette passion équestre, il y a tellement de métiers. Je veux dire, le gros problème, c'est que si vous estimez avoir une frustration de ne pas être ce champion ou ne pas pouvoir vivre en étant cavalier, mais non, justement pas. Au contraire, profitez de votre expérience, profitez de votre savoir-faire, profitez du fait que de l'homme de cheval que vous êtes, pour justement trouver une autre voie dans votre passion et trouver un métier extraordinaire dans votre communauté, dans votre passion et dans ce domaine équestre. Et ça, c'est le cas dans de nombreuses passions, dans de nombreux sports, dans de nombreuses activités. Si vous n'êtes pas ce meilleur cavalier, il y a tellement de beaux métiers exceptionnels, tellement de beaux métiers. En passant par l'éleveur, en passant par le chef d'écurie, en passant par le palefrenier, par le cavalier de maison, cavalier de dressage, en passant par la logistique, les transports, en passant par tout ce qui est nécessaire et indispensable à faire vivre toute une communauté équestre, à faire vivre une écurie, à son développement. Si demain vous me dites, vous voudriez construire une école pour enseigner le sport équestre, ou enseigner le monde équestre, est-ce que ça va s'arrêter à des métiers d'artisans exceptionnels, comme il faut des artisans bourreliers, selliers, comme il faut des artisans qui travaillent le cuir, comme il faut des artisans qui sont maréchal ferrant, qui font tous les produits nécessaires et indispensables à faire vivre ce monde équestre, ou simplement toutes les personnes qui s'occupent de l'alimentation, qui s'occupent des soins vétérinaires, tous les métiers autour, l'ostéopathie, les dentistes, etc. Moi, sincèrement, j'ai envie de vous dire, mais il n'y a pas que ça non plus. Je veux dire, si vous faites une école de finance, c'est nécessaire à gérer un business. Il y a des millions de business dans le monde équestre. Si vous faites une école juridique, c'est nécessaire et indispensable à gérer vos business, à gérer une écurie, à organiser des événements. Si vous faites du marketing, du commercial, si vous faites de l'événementiel, de la communication, du digital, tous ces métiers sont nécessaires et indispensables, en plus de tous les métiers d'artisans qui sont la fondation du sport équestre et du monde équestre. Donc, le message, et qui est un petit peu la réponse à votre question, c'est si vous n'êtes pas ce meilleur cavalier, autant de jumping, de complet, de dressage, si vous n'êtes pas cette championne ou ce champion, dites-vous qu'il y a tellement de choses exceptionnelles à améliorer, à apporter dans notre univers, dans notre passion. Et il y a tellement de beaux métiers qui sont excessivement complémentaires, nécessaires. Alors, si vous avez une passion et que vous aimez ce job et que vous aimez le cheval, trouvez-vous un métier dans le cheval. Mais ne surtout pas
sous-estimer que le fait de ne pas être cavalier, vous descendez dans votre amour-propre ou simplement le rêve ou l'objectif que vous avez. Au contraire, vous allez vous développer, vous allez construire quelque chose, vous allez inventer, vous allez apporter et vous allez faire que tout cet équilibre que vous voyez autour de nous, là où on est à cette semaine de l'élevage à Fontainebleau, où on est sur les fondations, parce qu'il n'y a pas d'élevage, il n'y a pas de jeunes chevaux, il n'y a pas de sport, mais tout cet équilibre sur lequel navigue le cavalier, ses chevaux, ses propriétés à tout, vous allez faire partie de cette fondation. Et si vous n'êtes pas là, et si vous ne faites pas partie de ces métiers exceptionnels qui font que ce sport existe, le cavalier n'existera pas non plus. Et c'est ça la belle réponse. Et c'est ça, pour moi, j'ouvre vraiment la porte à toutes ces personnes qui ont un jour rêvé d'être cavaliers à haut niveau, qui s'en fassent surtout pas, parce qu'ils auront sûrement peut-être un rôle encore beaucoup plus primordial que simplement être un champion, ou j'ai envie de dire simplement, mais je veux dire, ou simplement d'être un champion, oui. Et ça, pour moi, c'est très important de dire ça, parce que c'était vraiment ça, quoi. C'est surtout pas tomber dans le dire je suis pas assez bon cavalier, alors je fais un métier qu'on m'offre, ou non. C'est parce que je ne trouverai pas mon chemin en étant le meilleur cavalier du monde. Au contraire, je cherche d'autres opportunités. Et ces opportunités, aujourd'hui, m'ont rendu fort. Et à la fin, regardez, je passe dans une allée, je vais dans n'importe quel continent, j'ai une relation incroyable avec les cavaliers, j'ai une relation où tout le monde nous respecte, je les respecte tous. Et quand j'étais au bord de la barrière au jumping de Bruxelles, il y a des années d'ici, j'aurais rêvé toute ma vie un jour de les accoster, de les aborder, de leur parler, de leur demander un autographe. Et aujourd'hui, je suis le bienvenu, je suis accueilli, je suis remercié et j'ai énormément de reconnaissance de la part de toute la communauté équestre. Donc oui, c'est la réponse excessivement positive que ne pas faire cavalier mais faire d'autres métiers dans le monde équestre m'a apporté aujourd'hui. C'était indispensable pour vous, à un certain moment donné de votre vie professionnelle, de votre carrière, de la combiner avec votre passion du cheval. Vous pensez que vous auriez pu faire carrière dans un autre secteur, ou est-ce qu'à un moment donné, revenir en fait à cet essentiel qui est le cheval, c'était nécessaire? Encore une question difficile. Je vais vous répondre. J'aurais sûrement eu plus facile à faire carrière dans un autre secteur que le monde équestre. Au début, quand j'avais la volonté de le faire. Aujourd'hui, évidemment, avec les moins et les plus, avec les aléas de ce que la société et la vie nous apportent, le jugement peut au jour le jour changer et être différent. Mais j'aurais sûrement eu plus facile dans un autre domaine que le monde équestre, parce que quand je suis arrivé avec ma volonté, notre volonté aujourd'hui de réinventer, de transformer ou de professionnaliser ou d'avoir des rêves et vouloir décrocher les étoiles et la lune, c'est sûr que la mission était énorme, grande, quasi impossible, à la limite de la folie, et sûrement de la folie, parce que sans folie, on n'entreprend pas des projets comme ça. On va pas faire un événement à Hong Kong ou reprendre à Bruxelles ou à Paris-Villepinte ou à Los Angeles ou à New York. Ce sont des rêves qui ont vraiment quand même un petit goût d'utopie, quoi. Je veux dire, on peut même pas imaginer que c'est faisable, possible, et surtout sans trop de moyens, surtout en étant un acrobate, en faisant des voltiges et des pirouettes dans le toit du cirque sans aucun filet. Donc c'est ça aussi le contexte. C'est facile d'être un des plus grands managers sportifs ou un des plus grands créateurs avec des moyens illimités. C'est facile d'être organisateur avec des budgets illimités, sans aucun contrôle et sans aucune architecture, finance et réaliste. Donc oui, sincèrement, j'aurais eu beaucoup plus facile dans d'autres domaines. En tout cas, ça aurait été beaucoup plus pragmatique, confortable, sécurisant, ça c'est sûr. Mais j'ai fait mon métier dans le monde du cheval et je suis revenu dans le monde du cheval parce que j'aime les chevaux, parce que j'aime ma communauté, parce que j'aime ma passion, parce que j'avais envie de lui donner à ma façon un petit peu de crédibilité, un petit peu de reconnaissance, un petit peu de visibilité. Donc oui, c'est surtout peut-être... non, c'est surtout avec passion, oui. Ma transition est toute faite et je crois qu'on se retrouve quand même beaucoup dans vos propos. On vous l'a expliqué hier, nous, notre média, I Am Equestrian, a vocation vraiment à lever le voile sur les acteurs majeurs des sports équestres, sur les métiers de l'ombre, sur les personnalités qui font ces sports équestres sans toutefois toujours être cavaliers. Et vous avez révolutionné l'organisation de concours, mais vous avez aussi mis un point d'honneur à améliorer et à révolutionner la communication, la digitalisation de ces sports équestres. Pourquoi est-ce que ça a été aussi important pour vous de créer du contenu comme ça, aussi qualitatif, nouveau? Quel est votre regard sur la situation actuelle de la médiatisation des sports équestres? D'abord,
on peut parler de révolutionner, on peut souvent employer le terme de pionnier, ou souvent on me dit magicien, mais sincèrement, je suis pas tout ça, je mérite pas tant d'attention et de compliments, ou en tout cas de mots forts, aussi forts que ça. Mais non, je mérite pas. Mais sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, quand vous connaissez le sport comme il était avant, et que quand vous vous lancez dans l'organisation, et que vous êtes vous avez un petit peu le sens du commerce, du marketing, du business, et que à un certain moment vous lui donnez de la crédibilité pour votre sport, et vous lui donnez une vraie vie, une vraie viabilité, vous devez sortir du schéma, des fondations sur lesquelles le sport a été construit il y a 15-20 ans d'ici. Ça veut dire du mécénat et du mécénat. Ça veut dire, aucun propriétaire, aucun sponsor investissait dans ce sport pour imaginer à un moment avoir un return sur investissement. C'était du pur mécénat. C'était une bande d'amis qui se faisaient plaisir, un peu comme le système du polo. C'est une bande d'amis qui se faisaient plaisir dans des beaux concours, sur ces beaux événements, en nous mettant des énormes moyens à disposition, se construisaient des écuries, s'achetaient quelques chevaux, se prenaient quelques très 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 bons cavaliers et fonctionnaient, visibles ou non visibles, sous format de mécénat. La seule chose qu'on a fait, la seule chose que j'estime que j'ai fait, j'ai voulu vraiment changer ça. Je voulais vraiment mettre notre sport, et vous avez posé la question tout à l'heure, je dis, la vie n'est faite que de belles rencontres, et ça c'est très important aussi. Mais si vous n'avancez pas, et si vous ne faites pas ce pèlerinage, jamais vous faites des rencontres non plus. Donc il faut aller vers la rencontre. La rencontre ne vient pas vers vous. Vous devez aller vers les gens. Donc évidemment, dans ce chemin assez original et très sinueux, il y a eu des rencontres d'exception, et ça fait évidemment des déclencheurs, ce sont des leviers nécessaires et indispensables, et ce sont surtout en question de spiritualité, des gens qui vous montrent l'exemple, qui vous donnent la force, qui vous donnent le courage, ça c'est très important aussi, ce sont certains mentors, mais simplement c'était professionnaliser notre sport. Je veux dire, si demain j'invente le plus beau show jumping dans un des plus beaux domaines, dans le plus beau contexte, enfin, les plus beaux environnements, avec tous les messages nécessaires qu'il faut pour souligner notre sport, s'il n'y a pas une structure professionnelle, s'il n'y a pas un retour sur investissement pour les sponsors, les partenaires, s'il n'y a pas un jour un retour pour tous ces gens qui investissent derrière les chevaux, autant les éleveurs, autant les propriétaires, autant les cavaliers, les transformateurs, on voit les autres. Si personne n'a un retour sur investissement, c'est un non-sens. C'est vraiment couper la branche sur laquelle on est assis. Donc, quoi que vous fassiez, que vous élevez, même si vous êtes un éleveur passionné, que vous êtes propriétaire, même un propriétaire passionné, vous êtes cavalier passionné, mais si vous n'avez pas une structure avec une lumière derrière en disant je suis visible, je communique, je suis sur des live events, je suis digital, j'ai une vraie visibilité, j'ai un vrai discours professionnel, j'ai un vrai retour pour mon investisseur, pour mon propriétaire, pour la visibilité de mes écuries, etc., etc. Alors là, quand vous commencez un petit peu à construire un business, là, vous faites venir du monde. Ou sinon, jamais vous allez avoir un partenaire qui cherche de la visibilité si vous professionnalisez pas votre sport. Vous pouvez pas imaginer compter que sur un système de mécénat, et jamais vous allez avoir des propriétaires ou un fonds d'investissement qui vont investir dans une écurie, dans des chevaux, s'il n'y a pas une sortie avec une profitabilité, avec une gestion de carrière, avec du marketing, avec de la communication, avec du sponsoring, avec de l'accompagnement, avec de l'enseignement, etc., etc. Donc, j'ai pas fait beaucoup d'études, j'ai pas fait d'études, mais j'ai appris en voyageant sur beaucoup d'événements, d'autres événements et des événements de sport qui sont viables et qui sont rentables et qui sont visibles. Parce que quand vous êtes dans des dîners avec des amis, ou quand vous avez vous avez une famille, ou que vous êtes en voyage et que chaque fois vous parlez du show jumping et personne connaît, c'est la plus grande des frustrations. Donc vous êtes là, investi dans un sport, jour et nuit, vous êtes dans la labeur et dans la sueur, mais quand vous parlez de votre sport, personne ne le connaît. Donc pour moi, c'était devenu vraiment une mission et une obsession de dire comment je peux faire pour mettre mon sport et lui rendre crédible et le mettre sur les projecteurs. Eh bien, pour moi, la seule façon unique, c'était de le professionnaliser. Le professionnaliser. Et une fois que vous avez ce process, que vous avez cette structure, que vous avez les équipes, ben là, sincèrement, alors là, vous pouvez commencer à construire un événement qui devient visible. Un événement, un show jumping, d'abord un événement, avec un show jumping, le meilleur du sport, avec des expériences pour le public, pour les familles, avec une expérience lifestyle, que vous aimez ou vous n'aimez pas le sport, quand vous venez sur nos événements, vous découvrez un nouveau sport, vous découvrez
quelque chose d'unique, d'exceptionnel, qui change des habitudes qu'on voit tous les week-ends à la télévision ou à travers le monde. Et puis surtout, vous créez des nouveaux fans, et ces nouveaux fans deviennent vos meilleurs ambassadeurs, et ils communiquent sur vos événements, ils communiquent sur vos partenaires, etc. Et puis la même chose pour les cavaliers, la même chose pour les propriétaires, la même chose pour les éleveurs. Vous êtes éleveur, vous êtes dans la labeur, au fin fond de la Normandie, au fin fond de la Belgique, tout l'hiver à soigner vos poulains, et tout d'un coup, vous voyez vos poulains à la télévision, sur des vrais médias. Et tout d'un coup, vous êtes propriétaire et vous voyez votre cheval qui gagne des grands prix, avec du vrai prize money, avec un vrai retour sur investissement, avec une vraie visibilité pour le propriétaire et pour le sponsor du propriétaire, ou à un certain moment, vous voyez que parce que votre sport émerge et qu'il traverse des continents, que vous pouvez vendre vos chevaux un peu plus cher. Et ça donne une vraie motivation à l'éleveur, ça donne une vraie motivation au propriétaire. Et puis tout d'un coup, ça crée des opportunités jusqu'à des fonds d'investissement qui vont investir dans les chevaux et qui vont investir dans la filière. Donc, il faut simplement, tout ce que vous faites, on est tous des rêveurs, on a tous envie de faire des choses incroyables, on a tous envie de gravir des montagnes, mais à un certain moment, il faut voir pourquoi on le fait, jusqu'où on veut aller, et quel est l'objectif final. Et quand vous emmenez, parce que moi ça a toujours été mon grand stress dans ma vie, c'est que quand vous emmenez toute cette communauté avec vous, et que vous les emmenez avec vous dans vos rêves, dans vos passions, dans vos travaux herculiens, c'est bien de les emmener, mais il faut savoir où vous les emmenez, et à un certain moment, tout le monde doit s'y retrouver, parce que, ou sinon, on va tous à l'aveugle, et on risque tous de se noyer. Donc, tout ça, c'est très, très, très important. Après, c'est en forgeant que je crois qu'on devient un bon forgeron, hein. Ça prend du temps, ça prend des années, mais, en tout cas, ce sont des rencontres exceptionnelles, j'ai pas envie de parler de résultats, mais on a bien avancé, quoi. On a bien avancé. C'est une discussion qu'on avait eue avec Yannick Bichon, j'imagine que vous le connaissez, qui est speaker, et qui nous disait que oui, il fallait aussi que les fédérations aussi investissent le sujet, parce qu'il y avait des formats d'épreuves qui devaient se réadapter au grand public, que parfois des épreuves qui durent 3 heures avec le même parcours, etc., pour un public non averti, c'est un peu lisse et un peu linéaire à regarder. Et un peu dans la continuité de ce qu'on était en train de dire, cette année, l'année dernière, du coup, au Paris Longines Masters, vous aviez mis en avant les influenceurs du milieu, les influenceurs réseaux sociaux. Donc, vous aviez fait intervenir Thierry Rosier, mais aussi beaucoup de jeunes filles ou de jeunes hommes influents sur les réseaux sociaux. Et on sait que on a un sport qui a souffert longtemps, qui peut-être souffre encore un peu de retard par rapport à d'autres secteurs sportifs ou à d'autres secteurs d'activité par rapport à l'utilisation du digital et des réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que c'est en train de devenir indispensable de miser sur la carte de la digitalisation pour à la fois pour que les cavaliers puissent mettre en avant leurs partenaires et les propriétaires, mais à la fois en fait que tous les acteurs de ce sport-là se reconvertissent et utilisent les outils qui sont maintenant populaires et nécessaires? Bon, encore une fois, ça fait partie de la professionnalisation et de l'évolution, hein. Si vous restez dans votre aquarium, et c'est sûr que rien va changer, rien va bouger, donc il faut quand même aujourd'hui régulièrement s'updater. Et la meilleure façon de grandir, c'est de se poser les bonnes questions et s'actualiser. Ça, c'est pour moi, c'est vraiment une priorité. Moi, j'aime mon métier. Sincèrement, et même à 50 ans, j'aime mon métier parce que tous les jours, j'apprends. Donc, ce format d'interview, j'apprends. Ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous rêvez, ce que vous avez envie de développer au sein de vos activités. Ça me fait comprendre et apprendre. Cette expérience ici à Fontainebleau, j'apprends. Et toutes les rencontres que je fais avec un simple éleveur, un éleveur extraordinaire qui est au fin fond de la Normandie ou au fin fond de l'Europe, j'apprends. Comme avec un industriel qui vient acheter son futur cheval et qui est passionné de chevaux pour sa femme, pour lui-même ou pour ses enfants. J'apprends. Je crois que c'est vraiment très important. Si vous faites un métier, que vous voulez pas apprendre, et que vous voulez pas grandir, et que vous voulez pas vous développer, jamais vous resterez dans cet aquarium et vous nagerez toute votre vie dedans. D'abord, la question fédération que vous m'avez posée. Fédération, c'est une fédération, elle sert à accompagner, et elle vous donne une certaine fondation, un certain équilibre pour que votre sport existe et continue à exister. Stabilité de génération en génération qui ont été construites par des personnes qui ont pensé et qui ont essayé de faire le bien pour nous et en tout cas consolider un petit peu et donner des règles et de l'arbitrage à tout ce qui se fait dans notre sport et dans d'autres sports. Mais ne demandez pas à une fédération de fonctionner comme une start-up. Donc ça, vous ne pouvez pas. Par contre, soyez cette start-up, soyez le créateur, le pionnier, soyez l'exemple. N'attendez pas que votre fédération vous aide ou vous accompagne ou c'est facile de dire il n'y a plus de boulot, qui va payer, j'ai plus de cheval, qui va m'acheter un nouveau, je sais plus élever, qui va m'acheter des terres. Enfin non, il faut arrêter, je veux dire. Il faut arrêter de mettre des problèmes sur la table. Il faut trouver des solutions. Avancez dans vos solutions, montrez que vos solutions sont efficaces et puis
quand vous avez prouvé une fédération que les solutions sont efficaces, voilà, vous les invitez à changer. Changer les règles, changer le sport, changer les fondations. C'est de lourdes fondations qui sont excessivement difficiles à transformer. Donc, si je peux donner des conseils, n'attendez pas et arrêtez de compter sur les politiques, sur les fondations, sur les institutions pour faire des nouveaux métiers ou créer des nouveaux projets. Mais par contre, sachez que vous pouvez compter sur eux et sachez qu'ils sont là et qu'à un certain moment, vous allez les utiliser. Donc, il faut pas non plus, il faut faire mais sans non plus les ignorer, quoi. Et pour répondre à la question de pourquoi aujourd'hui on se digitalise et pourquoi ces influenceurs, c'est ça, moi on a parlé de ma rencontre avec l'éleveur, ma rencontre avec ma fille, quand je déjeune avec ma fille qui a 12 ans, 13 ans, maintenant elle a 14 ans, petit déjeuner avec elle, et que je la suis sur les réseaux sociaux, et que je lui pose des questions, je dis, mais ta copine, là, elle a combien de followers? Et ton autre copine, là, qui monte à poney? Et celle-là qu'on a vue au concours, qui a gagné une épreuve régionale, Children, elle a combien d'influenceurs? Et puis je prends avec ma fille, on a fait le tour de 15 copines, ou de 15 copines digitales, parce que ça aussi, il y a des aléas qui font qu'il y a du positif et aussi du négatif. C'est pour ça que je dis toujours, digital life event. Digital aussi, mais palpé. Donc on peut être copain digital, mais il faut aussi de temps en temps se rencontrer, parce qu'il ne faut pas non plus tout perdre. Mais ça, c'est encore un autre débat. Et ben, si on aligne les 15 copines de ma fille, on se rend compte, 15 fois minimum 5000 jusqu'à 50 et pourquoi pas 150, ben, quand on a un petit déjeuner, moi je me suis tapé 1 million de followers. Ou 700 000 ou 600 000. Avec des copines. Mais j'ai dit, mais moi je suis idiot, moi. Je dis, j'essaye de saupoudrer des messages dans une communauté qui ne les perçoit pas ou qui les comprend pas. Et là, j'ai une petite communauté qui est la nouvelle génération, notre nouvelle génération, qui porte le drapeau, qui sont motivés. Et qui sont les meilleurs ambassadeurs, on appelle ça les micro-influenceurs. Ça veut dire que moi, ma fille, elle a 4000 followers à 14 ans, mais ces 4000 personnes, tous les matins, se réveillent et attendent ce qu'elle va faire de sa journée avec ses chevaux, son programme et sa vie, parce que ça les intéresse. Donc si vous additionnez ces 4000 aux 10, 15, 30, 50 jusqu'à un Philippe Pobolny à 150 000, vous construisez une vraie communauté et vous parlez à votre communauté avant tout. Et cette communauté, comme vous lui parlez et que vous lui expliquez exactement ce que vous pensez de votre sport, comment vous le voyez ce sport, et surtout comment vous le voyez pour eux, cette prochaine génération, et vous arrivez à les interconnecter avec ce que nous faisons, ce que nous organisons, et puis avec des belles personnes comme Thierry Rosier, qui leur expliquent, qui partagent leur passion, et qui a vite compris que le digital devait faire partie de sa vie aussi, s'il voulait continuer à exister. Même si le jour où il ne montera plus à cheval. On n'a pas envie, il n'y a aucun grand cavalier, il n'y a aucun acteur de ce sport qui a envie d'être mis dans un tiroir ou dans un placard. Donc, ces nouvelles générations, ces générations intermédiaires et ces prochaines générations, elles doivent communiquer. L'outil exceptionnel aujourd'hui qu'on nous a donné, c'est le digital. Essayez d'expliquer de l'autre côté de la planète qu'on a un sport exceptionnel. On le fait via du live streaming, via du broadcast, via des grands magazines et via surtout concerts. On sort toujours du côté équestre, mais on essaye d'aller dans le sport plus corporate, plus lifestyle. Donc ça, c'est notre mission. Mais là, on saupoudre énormément. Mais par contre, ignorer cette communauté et cette nouvelle génération qui sont ces micro-influenceurs et qui accumulés les uns derrière les autres font vite quelques centaines de milliers, quelques millions. Mais bien sûr qu'on doit créer cette communauté. Et bien sûr qu'on doit l'encadrer. Et bien sûr qu'on doit la solliciter. Parce que c'est notre voix de demain. C'est nos histoires. C'est nos histoires, c'est notre voix de demain, ce sont nos ambassadeurs de demain. Et parce qu'on doit pas non plus déconnecter, parce que c'est aussi un sport qui se déconnecte très facilement. Ça veut dire que vous avez 8000 clubs ou 9000 clubs poney en France, et vous avez des médailles d'or aux Jeux Olympiques et des médailles d'or dans le show jumping. Est-ce que vous croyez que tous ces cette communauté équestre très junior qui monte dans ces poney clubs savent qui est Philippe Rosier ou savent qui est Pénélope Le Prévost? Malheureusement, ils ne le savent pas encore bien assez. Et ils ne savent pas qui sont les 4 mousquetaires qui ont gagné les Jeux Olympiques dans le concours complet. Donc c'est notre mission, nous qui essayons d'entretenir ces fondations et qui essayons de construire développer cette architecture et développer notre sport. C'est notre mission, via ces outils exceptionnels que nous offre le digital aujourd'hui, de connecter d'abord l'équestre avec l'équestre, les passionnés avec les passionnés, que toutes ces voix, tous ces micro-influenceurs, tous ces millions d'influenceurs, et c'est pour ça qu'on aime la France, parce qu'il y en a des milliers et des milliers de passionnés de chevaux, mais déjà, il faut les fédérer, il faut les rassembler, et il faut qu'ils nous portent, qu'ils nous développent nos événements, qu'ils soient les ambassadeurs, qu'ils soient les voix de demain, qu'ils soient les reporters de demain, qu'ils soient les cavaliers de demain, et qu'ils soient cette nouvelle génération. Parce que le gros problème de cette passion cheval, et on a commencé avec notre histoire, avec mon histoire au début de cette interview, c'est que entre aimer le cheval et être passionné, mais en faire un métier ou devenir un cavalier, c'est une énorme transition.
C'est une énorme montagne à gravir. Donc il faut quand même accompagner. À quoi ça sert de créer des fondations, d'emmener des communautés, de faire des événements à travers le monde, d'envoyer ces équipes comme ça en première ligne, de vivre des crises comme on est en train de vivre, si vous déjà préparez pas cette nouvelle génération et que vous l'emmenez pas dans vos rêves, dans vos passions, et vous la guidez pas. Parce que encore une fois, on n'est pas des donneurs de leçons, on essaye de guider. Parce que faire tout ce qu'on a fait, prendre tous les risques qu'on a pris pour à la fin qu'il n'y ait plus de continuité, que ce soit pas périn et qu'il n'y ait pas d'avenir, alors là, ce serait vraiment stupide de ma part. Complètement stupide. Donc, je crois qu'avec tous ces outils aujourd'hui, qui est un bien fait pour la communication, qui est un bien fait pour la visibilité, qui est un bien fait pour guider, pour faire passer des messages, je crois qu'aujourd'hui, surtout, restons focalisés sur cette nouvelle génération. Et c'est tous ces petits influenceurs, ces micro-influenceurs, petits par la taille, par l'âge, mais grands par la communication, qui doivent faire partie de notre écosystème. Et bien entendu, on doit compter sur eux pour communiquer, parce que la voie de demain, le sport de demain, ce sera eux. Petite pause dans cette conversation avec Christophe Hameux. Nous sommes heureuses, mais aussi très fières d'avoir eu la chance d'échanger avec Christophe sur son parcours et sur le chemin qu'il a tracé en étant toujours mené par la passion du cheval. On espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous témoigner votre ressenti par message privé sur nos réseaux sociaux. Facebook, Instagram, LinkedIn, nous vous répondrons. C'est ce qu'a fait Marie de Bonbourg, fondatrice d'Equinéa et partenaire de cet épisode. Elle nous a contactés sur LinkedIn pour mettre en avant son travail. Marie est très active sur les réseaux sociaux et vous pouvez la suivre sur LinkedIn, Facebook et Instagram sous le nom de Equinéa. Vous pourrez aussi lire toutes les actualités de Equinéa sur www.equinéa.ch. Mais surtout, n'hésitez pas à suivre Marie sur sa chaîne YouTube Equinéa. Je vous laisse en compagnie de Christophe Hameux pour la seconde partie de notre discussion. Je partage à 100% tout ce que vous nous dites là. Dans la continuité de ces initiatives pour moderniser et digitaliser le secteur événementiel, vous vous êtes associé avec Arcana pour créer The Auction et depuis quelques mois, vous avez décidé de fonder Horsepass. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre volonté de développer le commerce de chevaux par Horsepass ? Une bonne question. Je suis content qu'on parle de ce qu'on va faire, voilà. Ce qu'on est en train de faire, et de pas ce qu'on a fait ou essayé de faire. Non, voilà. En fait, donc, la preuve aujourd'hui, c'est qu'avec le Covid et la situation et la crise qu'on vit, ce qui nous concerne nous depuis décembre 2019, janvier de cette année-ci, ça fait notre 10e mois de crise. J'imaginais que dans le monde événementiel, on est en première ligne. C'est excessivement compliqué, mais on n'est pas là pour parler des problèmes, on est là pour parler des solutions. Donc, si vous voulez pérenniser la fondation, le business et équestre, il faut trouver aussi des nouvelles solutions. Aujourd'hui, moi, je suis éleveur, petit éleveur, j'ai une écurie, transformation, commerce, et bien sûr, mon artère principale, c'est la négoce de chevaux. Donc, l'événementiel, j'ai fait ce que je pouvais, et je continuerai à faire ce que je pouvais, mais je ne peux pas non plus dépendre que de ça, plus que jamais, la preuve est là aujourd'hui. Donc, il fallait absolument que je renforce mes activités équestres. Tout, pas revenir en arrière, retourner dans le bac à sable et recommencer à vendre des chevaux, c'était pas ma volonté. Et 2 aussi, parce que j'ai des enfants et que s'ils sont peut-être pas envie d'être négociants de chevaux, mais au moins leur donner un petit peu une possibilité de reprendre des business sans être cavalier, même si ma fille est. Mes 2 garçons, c'est du jour de rugby, sans être nécessairement un passionné cheval, mais simplement parce que vous faites de la finance, c'est un peu de droit, du marketing, du commercial, vous pouvez aussi travailler dans ce business-là. Donc, encore une fois, comme je l'ai fait pour le monde sportif, le monde de l'organisation d'événements, parce que on dit aller voir des événements, il ne faut pas aller voir que des événements de jumping, il faut aller voir tous les événements de sport, mais il faut aller voir l'opéra, le Tomorrowland, le concert, le spectacle du cirque, le Cirque du Soleil, le Bouglione qui vient dans votre village, il faut aller voir tous les événements. C'est ça qui va vous inspirer et c'est ça qui va vous donner quelques formules, quelques ingrédients nécessaires à la bonne recette de créer l'événementiel. Mais je reviens sur le business des chevaux. Donc, j'ai été voir un petit peu ce qui se passait dans la négoce de biens immobiliers, dans la négoce de l'art, pour moi c'est une énorme référence, l'art, dans la négoce des voitures, dans la négoce de tout ce qui se négocie aujourd'hui d'une façon excessivement professionnelle. Et nous, dans notre monde équestre, évidemment la négoce, c'est vachement archaïque. On est toujours là ici à courir derrière les chevaux en dessous de notre parapluie, à essayer de marcher sur la tête des uns ou des autres pour essayer d'avoir le meilleur cheval à la sortie de piste. Donc, c'est chouette, ça nous rappelle de belles histoires et des bons souvenirs, et j'espère que ça s'arrêtera jamais. Mais on va quand même essayer de le modifier, le transformer. Donc, effectivement,
comme dans le monde de l'art, comme dans le monde de l'immobilier, il faut transformer un petit peu notre négoce. Donc, je crois sincèrement qu'aujourd'hui, les ventes aux enchères, je suis pas créateur de ventes aux enchères, mais les fans font des magnifiques ventes ici. D'autres ventes se font et existent depuis bien longtemps. La seule chose que j'essaye de faire, c'est le faire de façon différente et d'une façon aussi beaucoup plus internationale. Donc, je me suis dit, qui fait de l'art, qui fait de l'immobilier, un acteur un petit peu, si on veut devenir un petit peu Sotheby's, Christie's des ventes, une belle maison de vente, comment on fait pour le faire aussi vite, ou en tout cas se démarquer, avoir un concept plus international, plus unique, différent. Je me suis dit, oui, j'ai fait des ventes avec Yann Tops et Hubert Bourdi. Oui, on en a fait au Jumping de Bruxelles en 2004. On en a fait à Valkenswaard et on en a encore fait une à Lumen. Mais bon, voilà, il faut professionnaliser ça. Donc, je me suis dit, l'acteur aujourd'hui qui fait l'art de l'immobilier et qui vend aussi, qui est le meilleur dans le domaine des chevaux, c'est Arcurial, Arcana. Meilleur Arcurial, tout le monde connaît. Superbe maison de vente sur la place parisienne, et Arcana domine le monde des chevaux de course et des yearlings. Et nous avons été les voir, et nous avons créé ce partenariat qui automatiquement donnait de la crédibilité, donnait de la professionnalisation, de la légitimité à cette vente qui s'appelait The Auction. On a fait notre première vente à Hong Kong l'année passée. On a fait une vente en ligne qui a très très bien fonctionné. On a fait d'ailleurs Trésor de champion pour aider les clubs pendant la crise. On a fait cette vente magnifique au Cirque d'hiver. On va refaire une vente ici, une vente d'hiver ici fin novembre, début décembre. Évidemment, aujourd'hui, tout le monde revient un peu sur cette priorité. Arcana doit vraiment se focaliser sur ses yearlings parce que, comme tout le monde, il vit cette crise et il se focalise sur son major business. C'est tout à fait nécessaire et indispensable. Mais cette idée, cette collaboration, c'était un beau positionnement, une vraie réussite et surtout un vrai sens à la façon de professionnaliser les ventes. Après, on s'est dit, on met l'offre en face de la demande. La demande devant l'offre, on crée le meilleur endroit, la meilleure date, et on vend des chevaux à l'international. Ce qui est le plus important, c'est la qualité de l'offre, et comme on est assez bon dans le marketing, dans la communication, la demande, on rayonne à 360 degrés, on utilise nos datas de nos événements, nos relations à travers le monde, et on arrive en ligne ou en live à créer des très très belles ventes, et nous en sommes très heureux. Mais le plus important, c'est l'offre. Donc, on s'est dit, comment on peut aller chercher ces chevaux pour les mettre sur une plateforme ou pour les mettre en vente dans ces auctions. Moi, je me suis un petit peu référé à ce qu'on faisait dans les voitures, et c'est quelque chose qui me tracasse depuis des années. Je me suis dit, il faut absolument créer une plateforme où tout le monde, comme dans tous les business du monde, puisse mettre son cheval à vendre. La seule différence, c'est, encore une fois, on va le faire différemment. Ça veut dire, on va créer une carte d'identité pour les chevaux de qualité. Une belle photo, comme une carte d'identité, vous n'allez pas arriver avec la tête à l'envers, vous n'allez pas mettre vos oreilles en dehors de l'écran, je veux dire, vous n'allez pas mettre un chapeau de cow-boy sur votre tête pour faire une photo d'identité ou une photo de passeport. Donc la même chose, une photo d'identité qui permet une belle visibilité pour votre cheval à vendre, les meilleures vidéos, les meilleurs résultats, et on va mettre ça sur les plateformes, et on va emballer ça, on va faire ça d'une façon très très compréhensible, et les gens qui ont des chevaux à vendre vont les mettre sur cette plateforme pour un prix très accessible, je crois que c'est 49 € hors TVA, et grâce à cette plateforme et cette data de 15 ans d'expérience, toutes les personnes qui se réveillent à travers le monde, aux États-Unis, Amérique de l'Est, Amérique de l'Ouest, les Émirats, l'Asie ou l'Europe, les gens prendront connaissance de ces chevaux à vendre. Après, on a été un petit peu plus loin, on s'est dit, pourquoi pas créer des événements où les gens peuvent venir présenter leurs chevaux, créer la carte d'identité et accompagner à faire cette carte d'identité pour qu'ils puissent la mettre sur la plateforme de la façon la plus professionnelle. Ça veut dire, on crée des événements on a un événement ici au Ras du Breuil, à Deauville, chez Charles-Henri Fermier. La date, c'est le 12 octobre. Par exemple, on arrive dans une magnifique propriété à Deauville, comme on l'a fait en Hollande, comme on l'a fait en Belgique. On crée une immersion concours. Les gens viennent avec leurs chevaux toilettés, tressés, ils mettent leurs vêtements de concours. Ils ont toutes les catégories pour leurs jeunes chevaux et pour leurs chevaux. Ils peuvent faire 1 tour, 2 tours, 3 tours. On prend la meilleure des vidéos, on prend les résultats, on les aide à faire une photo dans le studio, et puis on met l'annonce sur la plateforme. Mais grâce à ça, ils connectent une communauté
exceptionnel, parce que c'est facile de dire, ah oui, mais moi je peux le mettre sur mon Facebook ou sur mon Instagram. Non. Nous, on a une plateforme aujourd'hui qui est la résultat de 15 ans de voyages, d'événements, de médias, de partenariats, etc., etc. Donc tous ces chevaux qui sont sur notre plateforme, ils sont visibles à travers le monde. Bien sûr, on fait les chevaux de jumping aujourd'hui parce que c'est notre premier métier. Bien sûr, vous pouvez mettre votre étalon pour faire la promotion de vos saillies. Vous pouvez mettre vos poulains, vos yearlings, vos embryons, vos 3 ans, vos 4 ans, vos 5 ans, vos 6 ans, votre chevaux de concours, etc. Après, bien sûr, on fait pour le dressage. On est venu ici à la semaine du dressage. Bien sûr, on va faire l'attelage. Bien sûr, on va faire les chevaux de polo. Bien sûr, on va faire les chevaux de complet. Et bien sûr, mais on va simplement donner un look and feel, une professionnalisation, un modèle qui fonctionne. Et c'est comme, encore une fois, rien inventé, c'est ce qui se fait partout. Mais on ne le fait pas dans les chevaux, parce qu'on est malheureusement, ou peut-être heureusement, un petit peu, c'est ça un peu la force de notre métier, et notre passion, c'est une passion authentique. Donc l'authenticité, c'est difficile à transformer, à innover, ça prend un peu de temps, mais hors space, c'est l'avenir. Tous les gens, un jour, viendront mettre leurs chevaux sur cette plateforme et tous les gens, un jour, feront du shopping sur cette plateforme. Donc, ils ont envie d'un cheval de telle taille, de telle couleur, de tel niveau. Ils sont ici en Normandie, ils appuient sur un bouton. Et je suis ici en France, dans la région parisienne, ils appuient sur un bouton et tous ces chevaux, avec les annonces, sont géolocalisés. Ils savent très bien que quand ils vont venir à Fontainebleau, ils vont voir peut-être dans quelques mois, quelques années, 200 chevaux géolocalisés à vendre ici dans la région avec exactement la géolocalisation sur la plateforme. Donc tout ça, ce sont des avantages de facilité avec des outils que l'évolution, que le développement nous met à disposition et que nous, je l'espère avec beaucoup de pertinence, on met à la disposition du monde équestre. Et par notre expérience de l'événementiel, par les équipes que nous avons en place, par notre expérience du monde de la négoce des chevaux, et par tout ce qu'on a vu, entendu, et aussi ce côté marketing, commercialisation, médias qu'on a quand même aujourd'hui, après une vraie expérience et une vraie connaissance, grâce à ce hors-space, aujourd'hui, l'offre et la demande seront visibles, accessibles, compréhensibles, et bien entendu, ce qui est très important, et je reviens à votre première question, pourquoi The Auction et pourquoi The Auction by Arcana? Bien entendu, cette plateforme va nous permettre aussi de sélectionner des chevaux pour les ventes. Au lieu de traverser toute la planète, ou traverser toute l'Europe, ou toute la Normandie, ou tout Fontainebleau avec ses 1200 chevaux, on pourra sélectionner aussi ces chevaux sur The Auction, sur cette plateforme, sur Horsepark, cette plateforme, pour nos ventes. Et ça, c'est très très important. Et après, l'avenir, c'est qu'on offrira du service aux clients qui achètent les chevaux ou qui vendent les chevaux. On pourra leur présenter et leur offrir des partenaires. On pourra les accompagner pour les négociations, pour les financements, pour les garanties, pour les assurances, pour les transports, pour le coaching. Ils ont besoin de cavaliers, voilà, etc. Donc, on sera, comme toutes les plateformes, bien sûr, l'achat, l'offre et la demande, complètement sans aucune commission. On prend aucune commission. Simplement payer l'annonce quand vous la mettez en ligne et payer le prix de votre participation si vous venez sur un event comme il se passe au Haras du Breuil le 12 octobre. Mais après, on viendra avec des options de service. Donc, chaque fois qu'il y a un service qui sera demandé dans le futur, bien entendu, ce sera payant, comme toutes les autres plateformes. Mais nous, on a quand même 15 ans d'avance. Parce qu'on a 15 ans d'expérience. On a des data persona, on a des médias qui ont quand même de vraies communautés. On a aussi notre plateforme de live streaming avec EMTV. On a plein d'outils aujourd'hui qu'on va rassembler autour de ce hors-space et qui vont lui donner évidemment un développement, une vitesse VV' d'une façon exponentielle, nécessaire et indispensable quand vous vous lancez dans le digital. Parce que dans le digital, vous êtes vite en retard. Et le challenge du digital, c'est des 2 premiers. Et ça, on a les moyens de le faire. On y a mis les moyens. On a travaillé avec les meilleurs, on a conçu une plateforme excessivement professionnelle, très très facile, très très compréhensible, qui était nécessaire pour cette communauté, mais aussi avec des options de développement uniques et très très avantageuses. Donc c'est difficile de parler d'un business, ça fait des mois qu'on y travaille, tout le confinement on y a travaillé, ça fait des années qu'on y pense. C'est difficile d'expliquer ici en quelques lignes, mais avec plaisir un jour de répondre aux questions, ou si vos auditeurs ont des questions, avec plaisir aussi de leur répondre, parce que c'est l'avenir. C'est difficile, on n'aime pas le changement, personne n'aime le changement, mais c'est l'avenir.
On pourra organiser un petit live avec nos auditeurs où ils vous poseront leurs questions. On aimerait aussi que vous nous parliez un peu des écuries d'Ecocine et du projet que vous avez mis en place autour de cette écurie, qui est une écurie qui fonctionne, qui est très connue aujourd'hui. Vous accueillez des cavaliers de haut niveau, on le sait. Quelles ont été vos motivations initiales quand vous avez fondé ce projet-là ? Vous savez... On va pas faire son Jean Gabin, mais je veux dire, tout homme, toute famille, toute personne, je crois qu'il a envie d'être un petit peu propriétaire terrien. Et moi, j'ai toujours deux très très belles sensations. La très belle sensation, c'est que je quittais les écuries. Et l'autre très belle sensation, c'est quand je rentrais aux écuries. Donc, pour moi, avoir un patrimoine, investir, parce que vous savez, quand on a dit tout à l'heure, faire des acrobaties dans le toit du cirque sans filet, vous prendre tous ces risques, et quelque part ce zeste de folie, ce côté irresponsable, qui fait grâce à ça que vous arrivez à à réaliser des rêves fous, mais à un certain moment, un peu de stabilité n'est pas nécessaire, mais est carrément indispensable. Donc, heureusement, avec un petit peu de bonne conscience, j'ai investi dans cette écurie. C'est marrant, c'est l'écurie où j'y travaillais d'ailleurs. J'étais Grom Cavalier et j'ai pu racheter ce petit morceau d'écurie. Donc, année par année, j'ai racheté quelques mètres carrés, je l'ai fait grandir, je l'ai fait développer. On l'a développé, on l'a peaufiné. Et on a construit ce que c'est les écuries d'Ecocine aujourd'hui. Et on continue à développer et on continue à s'agrandir. J'ai appelé ça les écuries d'Ecocine parce que j'ai toujours comparé... j'ai pas voulu mettre mon nom ou un synonyme. J'ai appelé ça les écuries d'Ecocine parce que j'estime que l'élevage de chevaux et la terre, c'est comme un grand vignoble. Ça doit porter le nom de la région. Et ma région, le village s'appelle les Écosines. Donc on a décidé d'appeler ça les écuries d'Ecocine. J'aimais bien aussi le fait d'être propriétaire terrien, d'avoir mes terres, d'avoir de la stabilité, d'avoir une vraie fondation. Et plus que jamais, aujourd'hui, on est content de vivre au grand air de cette magnifique campagne. Mais aussi, je voulais pérenniser un petit peu tout ce qui se fait. Ça veut dire que je me dis pas grand éleveur, mais j'ai élevé à ma façon, à notre façon. Le fait que les chevaux s'appellent les écuries d'Ecocine, et voyagent à travers le monde. On peut en avoir au Japon, au Brésil, au Mexique, en Colombie, aux États-Unis. Le fait de savoir, génération après génération, qu'il y a des magnifiques chevaux, comme Utamaro d'Ecocine aujourd'hui, qui fait un petit peu la une, qui fait la une, ça fait du bien. Parce que il y a X années d'ici, il y a 20 ans d'ici, vous avez décidé d'acheter un lopin de terre, reprendre une toute petite écurie, vous avez fait les écuries ce qu'elles sont aujourd'hui, et après vous avez des grands noms comme ça qui sortent et qui portent votre nom. Et ça, c'est la plus grande fierté. C'est ma fierté, c'est la fierté de ma famille, c'est la fierté de mes enfants et de mes petits-enfants, je l'espère. Donc voilà, c'était pour moi nécessaire et indispensable. C'est bien de pouvoir s'envoler, c'est bien d'aller décrocher la lune, les étoiles, de gravir les sommets, mais il faut bien retourner à ses racines. Les racines, les fondations, c'est les écuries d'Ecocine. C'est ce que j'aime, c'est ce que je veux, c'est ce que je lâcherai jamais, c'est ce que j'essayerai toute ma vie d'entretenir. Et sincèrement, j'ai envie de vous dire, c'est vrai qu'elles sont connues, reconnues, et qu'on en parle beaucoup, mais je me bats tous les jours avec moi-même pour dire reste calme avec tes projets, et reviens aussi à tes écuries et n'oublie pas les métiers de tes écuries et reconcentre-toi sur ces écuries parce que c'est la fondation, c'est ce que tu veux, c'est ce que tu as toujours voulu et n'oublie pas que tu dois pas trop t'en éloigner et surtout pas les oublier. Donc effectivement, c'est un challenge de toutes les semaines, de tous les jours de me reconcentrer à l'importance qu'ont les écuries pour moi et à l'importance surtout au sens que je veux leur donner. Ouais. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure que j'ai bien mis de côté et j'attendais le moment opportun pour revenir dessus. Vous parliez des personnes qui nous inspirent et qui nous ouvrent la voie. Et il y a une théorie que j'aime bien, qui vient d'un chercheur américain qui dit que nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons le plus dans notre entourage ou autour de nous. Vous êtes au contact toutes les semaines, tous les jours de tous les plus grands champions de notre sport. Je pense notamment à Eric Lamas, qui est installé chez vous une bonne partie de l'année à Ecocine. Qu'est-ce que vous avez appris de ces rencontres, de toutes ces personnalités assez incroyables, et quels effets est-ce qu'elles ont eu sur votre construction personnelle ? Non, c'est l'humilité avant tout sûrement, mais je veux dire, qu'est-ce qu'elles m'ont appris ? Je veux dire,
La phrase de ce chercheur américain avec les 5 personnes importantes qui sont la base de la construction de votre vie, je suis bien sûr que toutes ces 5 personnes sont nécessaires à la construction de votre vie, votre projet de vie. Mais 5 personnes, c'est pas suffisant. Moi, je dirais tout le contraire. Je dirais, comment Eric peut pas m'inspirer tous les matins quand il se bat contre sa maladie, qu'il est là en train de montrer à cheval et de chercher cette énergie et que le cheval, comme un avatar, lui donne toute l'énergie nécessaire pour pouvoir passer et combattre cette maladie, lui donner la force de monter. Comment je peux pas ne pas m'inspirer de ce courage-là quand je le vois tous les jours et tout ce qu'il fait, le champion qu'il est et comment il est devenu et on va pas. Enfin là, on peut vraiment écrire beaucoup de livres. Et, en tout cas, une très très belle histoire. Mais comment je peux pas m'inspirer non plus du boulanger qui me fournit le pain, ou comment je peux pas m'inspirer du petit éleveur que j'ai rencontré ici, ou comment je peux pas m'inspirer du maréchal Ferrand qui fait son job, ou comment je peux pas m'inspirer de mon médecin de village, ou du serrurier, ou du quincaillier, ou tout m'inspire. Je prends partout. Et je vais leur faire plaisir. Je m'inspire beaucoup de mes ennemis, et je m'inspire beaucoup des gens que je déteste. Ils me donnent la motivation d'être différent. Donc, tout m'inspire. C'est très important. Une mauvaise rencontre m'inspire. Une belle rencontre m'inspire plus. Mais une mauvaise doit m'inspirer aussi, pour pas la répéter. Et pour prendre de la distance avec la connerie. Vous comprenez? Donc, je voudrais jamais dire 5 noms. Impossible. Parce que j'ai trop de respect pour les autres. Voilà. Je crois que je vais bientôt clore cette interview avec une question que j'aime beaucoup, que ça fait longtemps que je n'ai pas posée, et je me suis dit que vous étiez le plus à même à y répondre. Est-ce que, Christophe Hameux, vous estimez avoir réussi? Si oui ou sinon, quelle est pour vous la définition de la réussite? La définition de la réussite est dans la réponse. Ça veut dire, pour moi, si vous me posez la question, si j'ai réussi, ma réponse va répondre aux deux questions. Ça veut dire, le plus dur, c'est pas d'arriver. Le plus dur, c'est de continuer et d'exister. Donc vous pouvez faire énormément de projets dans votre vie. Vous pouvez vous faire reconnaître comme marchand de chevaux, vous pouvez vous faire reconnaître comme organisateur, vous pouvez vous faire reconnaître comme éleveur. Mais le plus dur, c'est pas d'être reconnu, le plus dur, c'est pas d'y arriver. Le plus dur, c'est de rester, de continuer à rester et d'exister. Vous, cette période nécessaire et indispensable qui est cette passation, vos prochaines générations et encore vos générations d'après. Et c'est ce qui font la force de grandes familles, de grandes marques, de grandes personnes. C'est qu'ils continuent à exister, même s'ils sont plus là, on continue à les écouter, on continue à s'inspirer, on continue à se faire influencer, etc., etc. Donc non, j'ai pas réussi. Je me bats tous les jours, mais je me bats pour pas gaspiller tout ce qui a été fait jusque-là et continuer à le faire grandir et continuer à exister. Oui. Alors on vous souhaite de continuer pendant longtemps, d'avoir encore beaucoup de projets, et ça, j'ai aucun doute sur le fait que vous allez en faire sortir de terre des nouveaux. Ça ne m'inquiète pas, et on vous dit merci beaucoup aussi pour votre temps et pour tous ces propos enrichissants. Bon, merci beaucoup à vous deux et bonne continuation dans vos beaux projets en tout cas, et félicitations déjà. Une fois de plus, nous tenons à vous remercier pour vos écoutes et votre bienveillance à l'égard de nos interviews. Merci de nous suivre et de nous écouter. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.